Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 13 minutes chrono. La formation est l'essence de tout succès, disait Arnaud Botti. Et certains, pour se faire former, ont choisi des branches pas habituelles. Les étangs piscicoles ou encore les plantations font office de leur salle de classe. Les amis, aujourd'hui, je vous emmène toucher du doigt les réalités de certaines filières des formations professionnelles dispensées dans notre pays. Nous allons nous rendre chez des étudiants bijoutiers, agriculteurs, pêcheurs. Pourquoi ont-ils choisi ces filières peu communes? Surtout, comment se présentent les opportunités d'embauche après leur formation? Le compte à rebours a démarré. Moi, j'ai 13 minutes chrono pour vous transporter en immersion au cœur de ces formations professionnelles. Allez, venez, on y va. Bienvenue à l'EIBEMA, les amis, entendez par là, École ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes, le seul établissement national de notre pays qui forme les artisans bijoutiers. Le laiton, l'argent, le bronze et quelquefois l'or sont quelques-unes des matières que les apprenants du site travaillent pendant leur formation. Parlant de formation, justement, derrière moi, on retrouve les différentes salles de classe dans lesquelles je vais m'introduire et ensemble, on verra comment est-ce que les cours sur la bijouterie se font. Le tour du doigt avec le baguier. Par exemple, mon tour de doigt, c'est le 16. En fonction de ça, je vais tracer sur la bande avec mon compas. Et ensuite, je vais scier. Lorsque je vais scier, je vais recuire. Et lorsqu'on finit, on l'ajuste avec le tuboulet. Ruth est une adepte des accessoires chez Kebo. En témoignent les bijoux qu'elle arbore à la main. Depuis 2 ans, elle a intégré l'établissement pour se perfectionner dans ce qui est pour elle une véritable passion. Après ma formation à l'IBEMA, j'aimerais créer ou ouvrir ma propre bijouterie. J'ai beaucoup de choses encore à offrir à la bijouterie, donc j'aimerais mettre en exercice. La fabrication des alliances demande beaucoup de précision et c'est justement cette précision-là que le professeur est en train d'expliquer à cette étudiante. La fabrication d'une alliance nécessite énormément des mesures à prendre au sérieux. Il faut partir du tour de doigt du client. Elle a fabriqué ce tableau en fonction de elle-même, son propre tour de doigt. Quand elle terminera, la bague lui reviendra? Non, ça sera gardé dans les archives de l'établissement. Voilà, de l'établissement. Le cours n'est pas encore achevé, mais moi je vais les laisser et puis foncer en 3e année où ils s'affairent eux aussi à fabriquer d'autres bijoux. Ici aussi, l'heure est à l'apprentissage. En dernière année, les stagiaires apprennent à mieux maîtriser les finitions des bijoux, de sorte à les rendre impeccables une fois sortis de l'atelier. Maintenant, on va passer à la phase de finition, l'adoucissage, qui consiste à enlever toutes les traces de guille qui sont restées sur vos bijoux lors de la fabrication. Ici, nous sommes dans les techniques de finition. Et la première étape dans cette technique-là, c'est l'adoucissage. Ici, il est en train d'adoucir le bijou en enlevant toutes les traces de lime, de coups de scie qui sont restés sur le bijou. Et il se débrouille bien? Bien. Oui, très bien. Par le geste même, on voit que il se débrouille bien. C'est un travail qui demande beaucoup de précision, beaucoup de délicatesse aussi, dans les gestes et tout. De manière pratique, voilà comment le laminage se fait. J'ai de la matière argent, je m'apprête à laminer pour avoir une bande qui va me servir à confectionner une alliance. Ça m'a donné une bande plus longue, j'aurais recuit ma pièce et je repasserai au laminoir jusqu'à avoir le résultat que je souhaitais obtenir.
Le processus de fabrication d'un bijou se fait en plusieurs étapes. L'une des phases importantes se déroule dans la salle d'avivage et de polissage, toujours dans le but d'affiner leur maîtrise des techniques de fabrication. À côté, d'autres se chargent de faire ressortir les lingots. Maintenant, c'est avec ces lingots-là qu'on va travailler puis faire les différents exercices. L'école ivoirienne est l'une des seules écoles du genre en Afrique de l'Ouest qui forme en bijouterie. Pour ne pas se laisser dépasser, l'école s'est récemment dotée d'un Gamma, une machine à commande numérique dernière génération dans la fabrique de bijoux. Il faut commencer par faire la réalisation technique, le dessin technique, et ensuite, après le dessin technique, nous importons dans un autre sous-programme pour faire la programmation et la simulation. Et au final, c'est comme ça que ça sort. Un joli porte-clés à l'effigie du Live TV. Chaque année, des centaines de bijoux sont réalisés par les stagiaires dans le cadre des exercices. Des parures témoins d'un apprentissage présenté tels des trésors dans la salle d'exposition. Celle qui dirige cette institution, c'est elle, Julie Baïbamba. À la tête de l'EIBEMA depuis 8 ans, elle ne cesse de redonner à l'école ses lettres de noblesse avec un objectif bien défini. L'objectif, il faut le dire, c'est de faire des bijoutiers professionnels. Au sortir de l'école, les jeunes formés sont capables d'être à même de créer des bijoux, de fabriquer des bijoux, d'être des bijoutiers professionnels. Des réformes sont en train d'être mises en place afin de dispenser des formations aux passionnés déjà sur le terrain. On est en train de mener des réformes pour pouvoir permettre à des personnes désireuses d'apprendre la bijouterie, qui ont un certain niveau de formation, de venir faire juste 1 an la pratique et apprendre la bijouterie. On a dit 9 mois de scolarité. Si dans cette école, on apprend à manier l'argent et le laiton, dans d'autres établissements, les élèves manipulent des éléments bien plus naturels. Pour les rencontrer, je vous emmène à plus de 200 km d'Abidjan, à Thiébissou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Alors Fabrice, voilà, nous sommes ici sur le site Hortivoire. Vous voyez ces belles tomates. Voilà, c'est ici qu'on les cultive. D'accord. Et elles sont vraiment belles, bien rouges, Voilà, pétillantes. comme vous pouvez bien le constater. Ouais. Voilà. Tout commence ici à la pépinière. C'est la première phase des cultures hors sol. Ici, c'est la tomate qui est en pépinière. Il y a le poivron aussi, le piment qu'on fait en pépinière. Et avec la tomate, la durée, c'est environ 2 semaines et demie, 18 jours avant de répiquer. Les plants passeront ensuite par une phase intermédiaire. C'est une micro-transition. À l'intérieur des pots, on retrouve du substrat, un support obtenu à partir de fibres de coco. Après toutes ces étapes, les plants iront ensuite en plantation avant de commencer les productions. Toutes ces techniques et ce savoir sur l'agriculture, c'est ce que ces étudiants sont venus apprendre ici. Dans les allées des cultures de tomates, une vingtaine d'apprenants s'affairent à la cueillette. Parmi eux, Issouf. Après 2 ans de formation, il est aujourd'hui en stage. Pour faire la récolte, nous nous basons sur la maturité physiologique et la maturité commerciale. Il faut savoir que pour cueillir la tomate, il faut que la tomate soit au 3K, voilà, mûre au 3K, c'est-à-dire pas trop mûre, pas trop rouge. Si on la cueille trop mûre, elle va arriver à destination mais pourrie. Ça c'est un légume fruit qui a une maturité commerciale et ça c'est un légume fruit qui a une maturité physiologique. De la culture hors sol mais aussi en sol. Plus loin, nous retrouvons Massetou et son groupe de camarades dans la plantation de Gombo. De parents agriculteurs, elle est une véritable passionnée de terre et n'envisage pas la vie sans daba ni machette. Mon papa est comme ça, il est planteur, mais lui c'est les cultures pérennes au fait. Lui il fait du cacao et ma mère elle fait du citron. D'accord. Du coup, on va dire que c'est dans la famille. Voilà. Mais toi, à la différence de tes parents qui ont hérité ça de leurs parents, toi, tu viens pour apporter une touche un peu plus professionnelle, travailler une formation professionnelle. Voilà, exactement. Et c'est mon objectif. Et disons que je me suis fixé un objectif. Disons que d'ici 5 ans,
Ah bon, en tout cas, on ne pourra pas m'attraper. Tu ne peux pas venir me trouver dans cette petite parcelle-là, en tout cas. Tu as travaillé sur des hectares et des hectares. En tout cas, des hectares et des hectares. De l'agriculture, mais pas que. À environ 5 km, nous retrouvons une autre classe, cette fois dans les étangs piscicoles. Les pieds dans l'eau, ils s'apprêtent aujourd'hui à réaliser une pêche de contrôle. La pêche de contrôle, ce n'est pas pour prendre tous les poissons. C'est pour prendre juste 1/10 des poissons qu'il y a dans cette eau-là. Ici, on a environ 800 poissons. Donc 800, 1/10, si on a 80, c'est déjà bon. Et à la fin, les poissons qu'on aura, on va peser. Chaque geste est mené avec précision selon les instructions de l'enseignant. Et on va mettre les poissons dans la bassine. On a recueilli l'échantillon de poissons, on va les peser. Pour ce faire, on met un peu d'eau dans le seau et on annule le poids de l'eau. Et on prend les poissons, on les compte et on met dans le seau et on cherche à savoir le poids. Donc on les note 10 poissons, font 3 kilos. On les remet dans l'eau et on pèse encore ceux qui sont là. D'autres, comme Ulrich, se retrouvent dans leur environnement habituel, car pour lui qui est originaire du sud de la Côte d'Ivoire, la pêche est dans sa culture. J'avais des parents, des cousins pêcheurs qui étaient là-bas. On travaillait souvent ensemble les vacances quand je partais là-bas. Voilà, on travaillait ensemble sur les eaux de là-bas. Bon, en venant dans une école professionnelle, j'espère avoir un diplôme pour pouvoir demain m'installer quelque part et puis faire mes activités sur le poisson. Mais la classe n'est pas composée que de jeunes étudiants. Constant, la cinquantaine, est un homme d'affaires qui vit à Diaké. Pour se faire former et apprendre tous les rouages de la pêche, il s'est momentanément installé à Tiébissou. Je ne pouvais pas investir dans une histoire où je ne connais pas les avenirs et les aboutissants. Donc il fallait que je m'imprègne quand même de ce truc-là pour que j'ai quand même une petite notion avant d'investir. Parce que ça peut surprendre. Tu vas investir et puis après tu ne sais même pas où tu en es, où mettre la tête et puis tu peux perdre. Comment on nourrit le poisson, tout, voilà. Aujourd'hui, bon, j'ai commencé à acquérir quand même une bonne connaissance. L'ESPEC de Tiébissou fait partie d'un ensemble de 11 écoles appartenant à l'Institut national de formation professionnelle agricole, en abrégé INFPA. Créée à Bouaké par décret ministériel en 1997, l'école est délocalisée à Tiébissou en 2002. Et ces dernières années, de plus en plus d'élèves s'intéressent aux formations dispensées ici. Dans notre dispositif, on fait généralement 1/3 de cours théoriques pour 2/3 de cours pratiques. Après les cours donc en salle de classe théorique, nous allons sur le terrain pour la pratique. Mais nous faisons plus de pratique que de théorie. En général, en tout cas ces dernières années, lorsque les étudiants, les apprenants arrivent dans notre école, nous les recevons d'abord sur le terrain, comme de l'imprégnation, avant même de commencer les cours théoriques. Les formations ne se limitent pas qu'à l'agriculture et à la pêche. Il y a aussi élevage et métier de la viande, nous avons l'agrotransformation, nous avons le foncier rural et dernièrement, nous avons, comment on appelle ça, le machinisme agricole. À côté des filières présentées dans ce reportage, il en existe plusieurs autres qui se présentent comme une alternative efficace qui pourrait aider à solutionner les problèmes d'emploi après des formations sans grande débouchés.